parcourt le monde avec son appareil photo. La guerre est son terrain de prédilection. Son travail a été maintes fois récompensé. Il a reçu à plusieurs reprises le World Press Photo, l'un des prix les plus prestigieux au monde. Le photographe français Noël Quidu est notre invité. Bienvenue à vous sur le plateau du 64. Noël Quidu, donc vous avez, je le disais, parcouru le monde. Vous avez photographié de nombreux terrains de conflits qui ont fait beaucoup l'actualité au cours de ces dernières décennies. Aujourd'hui, il y a un conflit qui occupe particulièrement l'espace médiatique. C'est évidemment le conflit à Gaza entre Israël et le Hamas. Peut-on, selon vous, là c'est le regard du photographe que j'interroge, lorsqu'on est photographe étranger, immortaliser ce qu'il se passe aujourd'hui dans le huis clos de Gaza, puisqu'on sait que les étrangers n'ont pas accès à cette partie du territoire? Est-ce que ça fait encore sens d'être photographe de guerre dans un conflit comme celui-ci? Non, mais je pense de toute façon qu'à Gaza, c'est complètement fermé. Et c'est pour étrangers ou pas étrangers, on ne peut pas rentrer actuellement, je ne pense pas. Ou alors il y a quelqu'un de très fort qui arrive à se faufiler. Mais donc là, la vision de la presse internationale, il n'y en a quasiment pas. Il n'y en a pas du tout. Ou alors que d'un côté, du côté israélien. Voilà, mais donc on se retrouve dans beaucoup de conflits maintenant à souvent couvrir que d'un seul côté. Et ça, c'est quelque chose que vous avez souvent rencontré dans l'exercice de votre métier de photographe sur le terrain, ou c'est quelque chose qui est relativement nouveau? Vous savez, moi j'ai travaillé pendant très longtemps, pendant 21 ans avec l'agence Gamma, donc on travaillait sur une diffusion de 40 pays. Et je me suis jamais cantonné, quand je pouvais, à un côté. J'essayais toujours de faire les deux côtés. Par exemple, dans les Balkans, en ex-Yougoslavie, il y avait la Croatie, la Serbie et la Bosnie. Donc, j'ai été voir tout le monde. Et, je pense que c'est mieux on peut avoir une opinion beaucoup plus intéressante si on comprend les causes de chaque côté et qu'on voit les douleurs de chaque côté. Et ça, c'était compris des deux côtés, de part et d'autre, par les populations que vous rencontrez? Ah bah, ça pose souvent des problèmes avec les plaques d'immatriculation. Enfin, ça, oui, c'est pas forcément facile. Mais si c'était facile, tout le monde le ferait. Et vous étiez totalement transparent sur ce fait, ou ça vous est arrivé parfois de mentir, de dire que vous ne couvriez qu'un seul côté, qu'une seule partie en conflit? Bon, on essaie de ne pas répondre à ce genre de questions. Il vaut mieux être très vague et c'est pas la peine de répondre à ce genre de questions. Il faut dire seulement je vais là-bas, j'ai absolument besoin d'être là-bas et compagnie, et je viens voir ce qui se passe. Alors ça dépend, on est plus ou moins bien accueillis. Si la partie du conflit ou le côté du conflit a besoin de médias, il est plutôt sympathique. Si il a fait des grosses bêtises, il est beaucoup moins sympathique. Effectivement, et aujourd'hui, on le voit, de plus en plus de journalistes et de photographes aussi sont pris pour cible. Ça, est-ce que c'était le cas quand vous avez débuté ce Bien sûr, métier? mais bien sûr. Bon, la liste est longue des photographes qui ont été et des journalistes, des caméramans qui ont été enlevés, qui ont subi des traitements vraiment violents. Parce qu'on représente une information qui peut déranger. Et il suffit de se rappeler le nombre de journalistes qui meurent tous les ans à travers le monde pour faire le métier. Aujourd'hui, la plupart des conflits sont largement documentés par des amateurs, par des civils ou par des soldats ou par des rebelles, grâce à des smartphones, grâce aux réseaux sociaux. Est-ce que vous estimez que le métier de photographe reporter de guerre a encore du sens aujourd'hui? Il y a quand même une différence. C'est pas parce que on connaît l'alphabet qu'on devient Victor Hugo. Et c'est un peu pareil pour la photo. Il faut arriver à ramener une histoire complète qui se raconte. Et je pense que les gens qui font du snapshot avec leur iPhone ou smartphone, évidemment, ils ont cet avantage d'être immédiatement là, mais il n'y a aucune continuité, il n'y a pas de vérification derrière et on ne sait pas qui a pris la photo. Donc c'est aussi parfois, pas toujours, mais ça peut être aussi la porte ouverte à des manipulations. Quand on sait qui est le journaliste, le photographe ou le caméraman, avec les images ramenées, on sait qui est-ce.
quand les photos sont sur le net, on ne sait pas qui les a prises. Et justement, la valeur esthétique, par exemple, des photos, qui est ce qui fait la différence entre une simple photo peut-être prise à l'iPhone et la photo prise par un photographe professionnel en zone de guerre, est-ce que cette valeur esthétique, elle a du sens pour vous? Elle est importante? C'est quelque chose que vous cherchez à exploiter? On n'est pas là pour faire de la beauté. L'horreur, c'est pas beau. Il faut juste arriver à faire une image qui soit suffisamment choc pour interpeller et suffisamment sensible pour qu'on puisse la regarder. C'est pas souvent quand les gens font des photos dans des conditions comme ça. Souvent, on voit arriver des photos terribles, des gros plans, des choses terribles que nous, jamais on aurait fait. Parce qu'il faut garder une distance pour que ce soit supportable, mais en même temps, ça peut parfois être violent. Vous dites une photo choc, mais alors justement, comment est-ce qu'on arrive à retranscrire par l'image à la fois l'horreur de ce à quoi on est en train d'assister, tout en y instaurant une forme de pudeur? Comment Il y a une distance avec la personne. Est-ce qu'on fait des gros plans? Est-ce qu'on zoome sur un visage ensanglanté? Non, pas moi. Il y a plein de choses qu'on fait pas. On essaie de ramener le drame. Comme dans son tableau, globalement, généralement, on n'a absolument pas besoin de faire des gros plans ou de rajouter de l'horreur à l'horreur. Il y en a suffisamment. Vous, à titre personnel, qu'est-ce qui vous anime dans le fait de couvrir ces terrains de guerre et surtout pourquoi est-ce que vous y retournez à chaque fois? L'avantage de ce métier, quand on y va, c'est qu'on est les premiers à informer. C'est quand même pas mal, ça donne une idée souvent un peu différente de parce qu'on a un vécu in situ. Et ça, c'est la première chose. Et la seconde, c'est qu'on essaie on a cru on s'est cru utile. Je ne sais pas si on l'a été. Alors justement, quel doit être, selon vous, le rôle d'un photographe en zone de guerre? Dénoncer. Dénoncer l'horreur, pour que ça s'arrête. Et d'ailleurs, reporter, photographe de guerre, j'aime pas du tout cette expression, parce que je pense qu'avec mes confrères, les trois quarts sont des reporters de paix. On y va pour dénoncer la guerre, on n'y va pas pour la promouvoir. Est-ce qu'on n'est pas tenté parfois d'épouser un peu malgré soi les causes des civils, des personnalités engagées qu'on suit? Parce qu'on imagine qu'il y a quand même un rapport très intime qui se crée entre le photographe et les photographiés. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où on est tenté d'adhérer à certaines causes? On est troublé par les scènes qu'on voit, par la violence, et par le courage aussi des civils, souvent devant tout ça. Donc oui, évidemment, mais on doit rester lucide. Et on n'est pas là pour prendre parti, je crois pas. On est là pour dire la vérité, et les photos, c'est la vérité. Enfin, en tout cas, à l'époque. Vous dites, avant l'IA. Avant l'intelligence artificielle. Voilà, c'est ça. Qui ne domine pas encore tout, Dieu merci. Mm. Vous dites, on est troublé, mais il faut rester lucide. Comment est-ce que vous, toutes vos expériences sur le terrain, elles ont été vécues par vos proches? Parce que aujourd'hui, évidemment, on a des moyens de communication très modernes. On peut communiquer tous les jours d'un bout à l'autre de la planète, ne serait-ce que pour dire je suis vivant, tout va bien. Quand vous avez commencé, il n'y avait pas de téléphone portable. Comment ça a été vécu par vos proches? Je pense que c'est forcément difficile. Ça a été forcément difficile pour ma femme et par moments parce qu'on disparaissait des semaines, 5 semaines, 7 semaines. On n'avait pas de téléphone où ça coûtait tellement cher et en plus c'était long. Quand j'ai traversé la Tchétchénie avec Laurent Amida, Stéphanie Eman, on l'a traversé quand même à pied par la montagne parce qu'ils avaient pris la plaine de Grozny et Grozny. Il restait la rébellion et le maquis, quoi. Dans la montagne, on est ressorti par le Daghestan pendant tout. On est rentré par l'Ingouchie, on est sorti par le Daghestan. Donc pendant tout ce temps-là, il n'y a pas eu un seul coup de téléphone. Et on a pu donner un signe de vie, entre guillemets, que quand on a été fait prisonnier, qu'il y a quelqu'un qui nous a laissé faire un appel. Et là, on a pu dire qu'on était retenu. Voilà. Donc ce laps de temps, ça doit être très douloureux pour la personne qui ne sait pas, qui attend.
Pour celle qui attend, effectivement. Ouais. Alors vous, je voudrais qu'on revienne également sur vos débuts. En tout cas, ce goût du voyage, de l'aventure, il est né, je crois, lorsque vous aviez 19 ans. Mhm. Vous avez décidé de partir découvrir le monde en autostop et c'est le continent africain que vous avez Mhm. choisi. Pourquoi l'Afrique? Bah, c'est le plus proche. Et puis le premier pays que j'ai rencontré, c'était le Maroc, c'est l'émerveillement. Euh, voilà, j'ai d'ailleurs gardé un petit peu de Maroc dans mon cœur parce que c'est le premier voyage. Voilà, c'est un pays magnifique. Donc oui, bon, souvent les photographes de mon acabit ont une envie de voyage monstrueuse et d'aventure. Et alors, la suite de l'aventure après le Maroc sur le continent africain, c'était quoi? Oh non, mais après, j'ai fait plein de choses. Je suis passé par assistant pour faire de la pub. Ensuite, j'ai fait du people show business en faisant des studios, des rendez-vous, des tournages de films. Et il a fallu que j'attende que de rentrer à l'agence Gamma pour pouvoir entamer une carrière de news internationale. Et c'est ce qui vous plaît le plus, c'est ce qui vous a amené à voyager, en tout cas sur à peu près tous les terrains de grands conflits contemporains. Et quels sont les pays ou les situations qui, vous, à titre personnel, vous ont le plus profondément marqué? Bah, enfin, beaucoup de guerres, parce que toutes les guerres sont laides. Donc elles sont toutes marquantes. C'est difficile de faire une escalade là-dedans. Ou de faire... on peut pas dire j'ai été plus par-ci et par-ça, parce que si je me rappelle à d'autres moments, d'autres journées. Donc c'est très difficile. Mais oui, effectivement, quand on est plus ou moins marqué, quand c'est plus ou moins dangereux directement, évidemment. Mais... Mais ce qui est marquant, c'est la détresse des gens. Et ces gens que vous photographiez, vous restez en contact avec eux? Est-ce qu'il y en a certains dont vous avez eu des nouvelles des mois, des années après? Vous savez, souvent, je passais d'un pays à l'autre assez rapidement. Et souvent, ces pays en guerre, qui sont en Afrique, Moyen-Orient et tout ça, il n'y avait pas forcément Internet, ou quand c'est arrivé, c'est trop tard, ou alors j'écris pas en arabe. Voilà, donc... oui, j'ai gardé des amis à droite, à gauche dans le monde, mais souvent des confrères qui sont correspondants, ou des fixeurs, mais évidemment. Alors vous êtes également l'auteur d'un livre, Et Mhm. Dieu créa la guerre. Comment est-ce que l'idée de ce titre vous est venue? Mais quand vous vous retrouvez au milieu d'une guerre comme l'ex-Yougoslavie, et que ça va se diviser entre croates catholiques, les Serbes orthodoxes et les musulmans bosniaques, le séparatisme va se faire par la religion. Et là, aujourd'hui, à l'heure où on parle, en Israël, ils ont un même Dieu, et pourtant ils se tapent dessus. Et au nom, alors bon, je sais pas, je suis très mauvais en mathématiques, mais pour moi, un c'est indivisible. Donc s'il y a un même Dieu, il doit être pour tout le monde. Et alors après, c'est l'interprétation humaine. Et quand je vois que tous ces massacres au nom de l'interprétation, euh, ben voilà, et Dieu créa la guerre parce que au nom de Allah, au nom de Jéhovah, du Christ, voilà, on a toujours fait la guerre. Et c'est pour ça que c'est un peu un cri d'alarme en disant bon, peut-être aux croyants, calmez-vous, hein, parce que jusqu'à présent, les croyants, je croyais quand j'étais gosse en allant à l'église, on nous apprenait la paix et le partage. Et là, c'est pas vraiment ce que je vois, C'est hein, tout le ce que j'ai vu. contraire auquel on est en train d'assister. À Voilà. force de voir tous ces conflits armés, vous n'avez pas un sentiment finalement que l'histoire se répète inlassablement et tragiquement? Mais le problème, oui, mais elle se répète depuis 2000 ans sur la Palestine et Israël, puisque Jérusalem est l'épicentre des trois religions, donc dès qu'on y touche, c'est comme une bombe atomique.
Dernière question, Noël Kidiou. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de votre profession qui, il faut bien le dire, se précarise? Évidemment qu'elle s'est précarisée, et c'est normal depuis la révolution numérique. Et puis on passe à une espèce d'ubérisation des photographes. C'est pas seulement vrai pour les photographes, hein. Malheureusement, si on était l'exception, au moins ce serait pas mal. Mais non, il y a une ubérisation générale, c'est-à-dire que voilà, on prend tout, on trie plus. Il y a plus cette conception de rédaction, de couvrir un événement, de ramener des documents. Euh, on se sert de ce qu'on peut trouver facilement, avec les déboires que ça peut causer. Toutes les émissions de télévision aujourd'hui ont un truc sur fake ou pas fake, voilà. Donc on est là. Vous êtes là et en tout cas, on vous souhaite de rester là tout de même longtemps. Merci beaucoup, Noël Kidiou, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes donc photoreporter.